Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce canapé de voyage au bout de la nuit. Bienvenue à tous les amoureux de la littérature et ce soir nous replongeons ensemble dans un classique, l'un des classiques de Marcel Proust. Je poursuis pour vous le premier tome de À la recherche du temps perdu qui s'intitule Du côté de chez Swann. Alors, qui est ce mystérieux monsieur Swann? Eh bien, nous venons de le rencontrer. En fait, c'est le voisin du narrateur qui vécut de nombreuses années chez ses grands-parents et qui était littéralement fasciné par ce personnage de veuf qui est Monsieur Swann et qui était très sombre, très fermé sur lui-même. Parfois, il devenait joyeux de façon très courte et puis après il repensait à sa femme décédée et il retombait dans la noirceur. Eh bien, on apprend que ce fameux Swann était en fait assez mondain. Je poursuis donc cette lecture. Nous sommes au premier chapitre Combray, donc du tome Du côté de chez Swann. N'hésitez pas à réagir dès à présent. #VBN. L'ignorance où nous étions de cette brillante vie mondaine que menait Swann tenait évidemment en partie à la réserve et à la discrétion de son caractère, mais aussi à ce que les bourgeois d'alors se faisaient de la société, une idée un peu hindoue, et la considéraient comme composée de castes fermées, où chacun, dès sa naissance, se trouvait placé dans le rang qu'occupaient ses parents, et d'où rien, à moins des hasards d'une carrière exceptionnelle ou d'un mariage inespéré, ne pouvait vous tirer pour vous faire pénétrer dans une caste supérieure. Monsieur Swann, le père, était agent de change. Le fils, Swann, se trouvait faire partie pour toute sa vie d'une caste où les fortunes, comme dans une catégorie de contribuables, variaient entre tel et tel revenu. On savait quelles avaient été les fréquentations de son père. On savait donc quelles étaient les siennes, avec quelles personnes il était en situation de frayer. S'il en connaissait d'autres, c'était relations de jeune homme sur lesquelles des amis anciens de sa famille, comme étaient mes parents, fermaient d'autant plus bienveillamment les yeux qu'il continuait, depuis qu'il était orphelin, à venir très fidèlement nous voir. Mais il y avait fort à parier que ces gens inconnus de nous qu'il voyait étaient de ceux qu'il n'aurait pas osé saluer si, étant avec nous, il les avait rencontrés. Si l'on avait voulu à toute force appliquer à Swann un coefficient social qui lui fût personnel, entre les autres fils d'agents de situation égale à celle de ses parents, ce coefficient eût été pour lui un peu inférieur parce que, très simple de façon, et ayant toujours eu une toquade d'objets anciens et de peintures. Il demeurait maintenant dans un vieil hôtel où il entassait ses collections et que ma grand-mère rêvait de visiter, mais qui était situé quai d'Orléans, quartier que ma grande-tante trouvait infamant d'habiter. Êtes-vous seulement connaisseur? Je vous demande cela dans votre intérêt, parce que vous devez vous faire repasser des croûtes par les marchands, lui disait ma grande-tante. Elle ne lui supposait en effet aucune compétence et n'avait pas haute idée même au point de vue intellectuel d'un homme qui, dans la conversation, évitait les sujets sérieux et montrait une précision fort prosaïque, non seulement quand il nous donnait, en entrant dans les moindres détails des recettes de cuisine, mais même quand les sœurs de ma grand-mère parlaient de sujets artistiques. Provoqué par elle à donner son avis, à exprimer son admiration pour un tableau, il gardait un silence presque désobligeant et se rattrapait en revanche s'il pouvait fournir sur le musée où il se trouvait, sur la date où il avait été peint, un renseignement matériel. Mais d'habitude, il se contentait de chercher à nous amuser en racontant chaque fois une histoire nouvelle qui venait de lui arriver avec des gens choisis parmi ceux que nous connaissions, avec le pharmacien de Combray, avec notre cuisinière, avec notre cocher. Certes, ces récits faisaient rire ma grande-tante, mais sans qu'elle distinguât bien si c'était à cause du rôle ridicule que s'y donnait toujours Swann ou de l'esprit qu'il mettait à les conter. On peut dire que vous êtes un vrai type, monsieur Swann. Comme elle, c'était la seule personne un peu vulgaire de notre famille. Elle avait soin de faire remarquer aux étrangers, quand on parlait de Swann,
qu'il aurait pu, s'il avait voulu, habiter boulevard Haussmann ou avenue de l'Opéra, où il était le fils de Monsieur Swann, et qu'il avait dû laisser 4 ou 5 millions, mais que c'était sa fantaisie. Fantaisie qu'elle jugeait du reste devoir être si divertissante pour les autres, qu'à Paris, quand Monsieur Swann venait le 1er janvier lui apporter son sac de marrons glacés, elle ne manquait pas, s'il y avait du monde, de lui dire « Eh bien, Monsieur Swann, vous habitez toujours près de l'entrepôt des vins, pour être sûr de ne pas manquer le train quand vous prenez le chemin des Lions ?» Et elle regardait du coin de l'œil, par-dessus son lorgnon, les autres visiteurs. Mais si l'on avait dit à ma grande-tante que ce Swann, qui en tant que fils Swann était parfaitement qualifié pour être reçu par toute la belle bourgeoisie, par les notaires ou les avoués les plus estimés de Paris, privilège qu'il semblait laisser tomber, un peu en quenouille, avait, comme en cachette, une vie toute différente qu'en sortant de chez nous. À Paris, après nous avoir dit qu'il rentrait se coucher, il rebroussait chemin à peine la rue Tournai et se rendait dans tel salon que jamais l'œil d'aucun agent ou associé d'agent ne contempla. Cela eût paru aussi extraordinaire à ma tante qu'aurait pu l'être pour une dame plus lettrée la pensée d'être personnellement liée avec Aristée, dont elle aurait compris qu'il allait, après avoir causé avec elle, plonger au sein des royaumes de Thétis, dans un empire soustrait aux yeux des mortels, et où Virgile nous le montre reçu à bras ouverts, où pour s'en tenir à une image qui avait plus de chances de lui venir à l'esprit car elle l'avait vue peinte sur nos assiettes à petits fours de Combray, d'avoir eu à dîner Ali Baba, lequel, quand il sera seul, pénétrera dans la caverne éblouissante de trésors insoupçonnés. Un jour qu'il était venu nous voir à Paris, après dîner en s'excusant d'être en habit, Françoise ayant, après son départ, dit tenir du cocher qu'il avait dîné chez une princesse, oui, chez une princesse du demi-monde, avait répondu ma tante en haussant les épaules, sans lever les yeux de son tricot, avec une ironie sereine. Aussi, ma grande-tante en usait-elle cavalièrement avec lui. Comme elle croyait qu'il devait être flatté par nos invitations, elle trouvait tout naturel qu'il ne vînt pas nous voir l'été sans avoir à la main un panier de pêche ou de framboises de son jardin, et que, de chacun de ses voyages d'Italie, il m'eût rapporté des photographies de chefs-d'œuvre. On ne se gênait guère pour l'envoyer quérir dès qu'on avait besoin d'une recette de sauce gribiche ou de salade à l'ananas pour des grands dîners où on ne l'invitait pas, ne lui trouvant pas un prestige suffisant pour qu'on pût le servir à des étrangers qui venaient pour la première fois. Si la conversation tombait sur les princes de la maison de France, des gens que nous ne connaîtrons jamais, ni vous ni moi, et nous en passons, n'est-ce pas, disait ma grande-tante à Swann, qui avait peut-être dans sa poche une lettre de Twickenham. Elle lui faisait pousser le piano et tourner les pages les soirs où la sœur de ma grand-mère chantait, ayant pour manier cet être ailleurs si recherché, la naïve brusquerie d'un enfant qui joue avec un bibelot de collection sans plus de précaution qu'avec un objet bon marché. Sans doute, le Swann, que connurent à la même époque tant de clubmen, était bien différent de celui que créait ma grande-tante quand le soir, dans le petit jardin de Combray, après qu'avaient retenti les 2 coups hésitants de la clochette, elle l'injectait et vivifiait de tout ce qu'elle savait sur la famille Swann, l'obscur et incertain personnage qui se détachait, suivi de ma grand-mère, sur un fond de ténèbres et qu'on reconnaissait à la voix. Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même l'acte si simple que nous appelons voir une personne que nous connaissons est en partie un acte intellectuel. Nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui
et dans l'aspect total que nous nous représentons. Ces notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre une adhérence si exacte, la ligne du nez. Elles se mêlent si bien de nuancer la sonorité de la voix, comme si celle-ci n'était qu'une transparente enveloppe, que chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons, que nous écoutons. Sans doute, dans le Swann qu'il s'était constitué, mes parents avaient omis par ignorance de faire entrer une foule de particularités de sa vie mondaine, qui étaient cause que d'autres personnes, quand elles étaient en sa présence, voyaient les élégances régner dans son visage et s'arrêter à son nez brusqué, comme à leur frontière naturelle. Mais aussi, ils avaient pu entasser dans ce visage désaffecté de son prestige, vacant et spacieux, au fond de ses yeux dépréciés, le vague et doux résidu, mi-mémoire, mi-oubli, des heures oisives passées ensemble, après nos dîners hebdomadaires autour de la table de jeu ou au jardin, durant notre vie de bon voisinage campagnard. L'enveloppe corporelle de notre ami en avait été si bien bourrée, ainsi que quelques souvenirs relatifs à ses parents, que ce Swann-là était devenu un être complet et vivant, et que j'ai l'impression de quitter une personne pour aller vers une autre, qui en est distincte, quand dans ma mémoire, du Swann que j'ai connu plus tard avec exactitude, je passe à ce premier Swann dans lequel je retrouve les erreurs charmantes de ma jeunesse, et qui d'ailleurs ressemble moins à l'autre qu'aux personnes que j'ai connues à la même époque, comme s'il en était de notre vie, ainsi que d'un musée où tous les portraits d'un même temps ont un air de famille, une même tonalité. À ce premier Swann rempli de loisirs, parfumé par l'odeur du grand marronnier, des paniers de framboises et d'un brin d'estragon. Pourtant, un jour que ma grand-mère était allée demander un service à une dame qu'elle avait connue au Sacré-Cœur et avec laquelle, à cause de notre conception des castes, elle n'avait pas voulu rester en relation, malgré une sympathie réciproque, la marquise de Villeparisis, de la célèbre famille de Bouillon, celle-ci lui avait dit « Je crois que vous connaissez beaucoup Monsieur Swann, qui est un grand ami de mes neveux des Laumes. » Ma grand-mère était revenue de sa visite enthousiasmée par la maison qui donnait sur des jardins et où Madame de Villeparisis lui conseillait de louer, et aussi par un giletier et sa fille, qui avaient leur boutique dans la cour et chez qui elle était entrée demander qu'on fît un point à sa jupe, qu'elle avait déchirée dans l'escalier. Ma grand-mère avait trouvé ces gens parfaits. Elle déclarait que la petite était une perle et que le giletier était l'homme le plus distingué. Car pour elle, la distinction était quelque chose d'absolument indépendant du rang social. Elle s'extasiait sur une réponse que le giletier lui avait faite, disant à maman « Sévigné n'aurait pas mieux dit ». Et en revanche, d'un neveu de Madame de Villeparisis, qu'elle avait rencontré chez elle, « Ah, ma fille, comme il est commun !» Or, le propos relatif à Swann avait eu pour effet non pas de relever celui-ci dans l'esprit de ma grande-tante, mais d'y abaisser Madame de Villeparisis. Il semblait que la considération que, sur la foi de ma grand-mère, nous accordions à Madame de Villeparisis, lui créa un devoir de ne rien faire qui l'en rendît moins digne, et auquel elle avait manqué en apprenant l'existence de Swann, en permettant à des parents à elle de le fréquenter. Comment ? Elle connaît Swann ? Pour une personne que tu prétendais parente du maréchal de Mac-Mahon ? Cette opinion de mes parents sur les relations de Swann leur parut ensuite confirmée par son mariage, avec une femme de la pire société, presque une cocotte que, d'ailleurs, il ne chercha jamais à présenter, continuant à venir seul chez nous, quoique de moins en moins, mais d'après laquelle ils crurent pouvoir juger. Supposant que c'était là qu'il l'avait prise, le milieu, inconnu d'eux, qu'il fréquentait habituellement. Mais une fois, mon grand-père lut dans un journal que M. Swann était un des plus fidèles habitués des déjeuners du dimanche chez le duc de Dis, dont le père et l'oncle avaient été les hommes d'État les plus en vue du règne de Louis-Philippe.
Or, mon grand-père était curieux de tous les petits faits qui pouvaient l'aider à entrer par la pensée dans la vie privée d'hommes comme Molé, comme le duc Pasquier, comme le duc de Broglie. Il fut enchanté d'apprendre que Swann fréquentait des gens qui les avaient connus. Ma grande-tante, au contraire, interpréta cette nouvelle dans un sens défavorable à Swann. Quelqu'un qui choisissait ses fréquentations en dehors de la caste où il était né, en dehors de sa classe sociale, subsistait à ses yeux un fâcheux déclassement. Il lui semblait qu'on renonçât d'un coup au fruit de toutes les belles relations avec des gens bien posés, qu'avaient honorablement entretenus et engrangés pour leurs enfants les familles prévoyantes. Ma grande-tante avait même cessé de voir le fils d'un notaire, de nos amis, parce qu'il avait épousé une altesse et était par là descendu pour elle du rang respecté de fils de notaire à celui d'un de ses aventuriers, ancien valet de chambre ou garçon d'écurie, pour qui on raconte que les reines eurent parfois des bontés. Elle blâma le projet qu'avait mon grand-père d'interroger Swann le soir prochain où il devait venir dîner sur ses amis que nous lui découvrions. D'autre part, les deux sœurs de ma grand-mère, vieilles filles qui avaient sa noble nature, mais non son esprit, déclarèrent ne pas comprendre le plaisir que le beau-frère pouvait trouver à parler de niaiseries pareilles. C'étaient des personnes d'aspiration élevée et qui, à cause de cela même, étaient incapables de s'intéresser à ce qu'on appelle un potin, eût-il même un intérêt historique, et, d'une façon générale, à tout ce qui ne se rattachait pas directement à un objet esthétique ou vertueux. Le désintéressement de leurs pensées était tel, à l'égard de tout ce qui de près ou de loin semblait se rattacher à la vie mondaine, que leur sens auditif, ayant fini par comprendre son inutilité momentanée dès qu'à dîner la conversation prenait un ton frivole ou seulement terre-à-terre, sans que ces deux vieilles demoiselles aient pu la ramener au sujet qui leur était cher, mettait alors au repos ses organes, récepteurs, et leur laissait subir un véritable commencement d'atrophie. Si alors mon grand-père avait besoin d'attirer l'attention des deux sœurs, il fallait qu'il eût recours à ces avertissements physiques dont usent les médecins aliénistes à l'égard de certains maniaques de la distraction, coup frappé à plusieurs reprises sur un verre avec la lame d'un couteau, coïncidant avec une brusque interpellation de la voix et du regard, moyen violent que ces psychiatres transportent souvent dans les rapports courants avec des gens bien portants, soit par habitude professionnelle, soit qu'ils croient tout le monde un peu fou. Elles furent plus intéressées quand la veille du jour où Swann devait venir dîner, et leur avait personnellement envoyé une caisse de vin d'Asti, ma tante, tenant un numéro du Figaro où, à côté du nom d'un tableau qui était à une exposition de Corot, il y avait ces mots. De la collection de M. Charles Swann. Nous dit, vous avez vu que Swann a les honneurs du Figaro ? Et nous poursuivrons cette première partie de À la recherche du temps perdu de Martial Proust du côté de chez Swann, de chez Charles Swann, dès notre prochain voyage. Alors restez avec nous, ne zappez jamais, restez sur D8 parce que ce qui est bien avec Voyage au bout de la nuit, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va reprendre. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous sur mon blog Something About Victoria tout de suite, maintenant. Et puis, n'oubliez pas de réagir à l'émission, nous donner votre point de vue et vos coups de cœur avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée sur D8. À bientôt.